Bienvenue sur Écho du temps, où nous remettons en question les récits établis. Préparez-vous à reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir sur l'une des plus grandes initiatives sociales de l'histoire américaine, car les documents que nous allons explorer révèlent une vérité bien plus complexe que la simple philanthropie. La Société historique de l'État du Kansas conserve une base de données exhaustive répertoriant chaque arrêt de train d'orphelins enregistré dans l'État entre 1866 et 1929. Nom de ville, date, nombre d'enfants placés, nom des familles d'accueil, des colonnes administratives arides qui, prises isolément, semblent insignifiantes. Mais leur véritable sens apparaît lorsqu'on les confronte à d'autres informations. J'ai choisi de les superposer à des cartes d'incendie, plus précisément au rapport des assureurs déposé auprès de la législature de l'État du Kansas entre 1860 et 1880. Ces documents détaillent chaque incendie urbain suffisamment grave pour entraîner une demande d'indemnisation commerciale. L'existence de ces rapports est due aux besoins de l'industrie de l'assurance. Loin d'être dramatiques, ce sont des documents actuariels, donc d'une grande précision. Lorsque l'on croise ces deux ensembles de données, un phénomène se manifeste que je n'ai pas pu ignorer. Les trains d'orphelins ne se dirigeaient pas vers des villes prospères, ni ne s'arrêtaient en priorité dans des communautés agricoles établies, dotées de bases fiscales stables et de populations en croissance. En retraçant l'itinéraire réel, arrêt par arrêt, comté par comté, on découvre qu'un nombre extraordinaire de ces destinations avaient subi un incendie majeur au cours des 3 à 7 années précédentes. Ce n'était pas le cas de chaque arrêt, mais la récurrence était telle qu'autour du 4e état vérifié, cette tendance a cessé de ressembler à une simple coïncidence. Je tiens à être très clair sur ce que j'affirme et ce que je n'affirme pas. Je ne prétends pas que Charles Loring Brace s'est assis un jour pour délibérément diriger des trains vers des villes sinistrées. Je soutiens que les données ne corroborent pas le récit que l'on nous a fait sur la véritable finalité des trains d'orphelins. Et ces deux affirmations sont fondamentalement différentes. L'histoire officielle est l'un des récits les plus facilement assimilables émotionnellement dans le domaine de la réforme sociale américaine. Charles Loring Brace a fondé la Société d'aide à l'enfance en 1853, après avoir parcouru les rues du bas Manhattan et documenté ce qu'il décrivait comme une véritable armée d'enfants des rues, dont le nombre oscillait, selon les sources, entre 10 000 et 30 000. Sa solution était simple, les retirer. Les soustraire à l'environnement urbain corrupteur pour les placer auprès de familles rurales saines, où l'air pur et le travail honnête forgeraient des citoyens utiles. Entre 1854 et 1929, environ 250 000 enfants ont entrepris ce voyage. Cette histoire a été présentée tant de fois comme un acte de philanthropie que ce cadre est devenu imperceptible, comme l'eau l'est pour les poissons. Cependant, Brace n'était pas principalement un humanitaire, mais un économiste. Son livre de 1872, Les classes dangereuses de New York, n'est pas un plaidoyer pour le bien-être de l'enfant. C'est un traité sur l'excédent de main-d'œuvre urbaine et le contrôle social. Brace affirmait explicitement que les enfants des rues représentaient ce qu'il appelait une classe criminelle dangereuse en formation, et que la menace ne pesait pas sur les enfants eux-mêmes, mais sur l'ordre social. Le programme, selon ses propres mots, visait à drainer cette population avant qu'elle ne puisse s'organiser, se radicaliser ou coûter de l'argent à la ville en institutionnalisation. Cette perspective est d'une importance capitale lorsque l'on examine les destinations réelles de ces trains. En 1871, le comté de Fresno, en Californie, a perdu environ 40% de son infrastructure agricole à cause d'un incendie. Les arrêts des trains d'orphelins dans ce comté ont commencé à apparaître dans les registres de placement dans les 4 ans qui ont suivi. En 1873, un complexe d'incendies s'est propagé sur 3 comtés du centre de l'Illinois, détruisant des entrepôts de céréales et tuant entre 12 et 20 travailleurs agricoles, un nombre difficile à préciser car il s'agissait de migrants saisonniers dont les décès n'étaient pas systématiquement documentés. Des arrêts de trains d'orphelins dans ces mêmes comtés apparaissent dès 1876.
En 1874, un incendie qui avait pris naissance dans un entrepôt textile a ravagé un quartier résidentiel de Mont, en Géorgie, déplaçant environ 400 familles. Les registres de placement de la Société d'aide à l'enfance montrent que le comté de Bibb, en Géorgie, a commencé à recevoir des enfants des trains d'orphelins à partir de 1877. J'ai vérifié le Michigan, l'Indiana, le Missouri, le Nebraska et le Minnesota. Le schéma est constant. Il existe un contre-argument évident, et je tiens à l'aborder directement, car c'est la première chose à laquelle une personne raisonnable pourrait penser. Les villes récemment incendiées étaient en pleine phase de reconstruction, et la reconstruction exige de la main-d'œuvre. Si l'on dirigeait des trains vers des lieux capables d'absorber des enfants dans les foyers de travail, il serait naturel de privilégier les endroits en déficit de main-d'œuvre. Les lieux ayant récemment perdu des travailleurs à cause d'un incendie ou d'un déplacement apparaîtraient donc de manière disproportionnée dans toute planification d'acheminement, même vaguement rationnelle d'un point de vue économique. Cet argument est tout à fait correct, et c'est précisément l'argument que je développe, car il signifie que les trains d'orphelins étaient une opération de placement de main-d'œuvre déguisée en programme de protection de l'enfance. Et ces deux choses sont très différentes. Un programme de protection de l'enfance se demande si l'enfant a été placé dans un foyer sûr et aimant. Une opération de placement de main-d'œuvre se demande si la destination a reçu un nombre suffisant de travailleurs à un coût unitaire acceptable. Les propres registres de la Société d'aide à l'enfance révèlent la question qu'il se posait réellement. L'organisation de Brace suivait les placements non pas en fonction du bien-être des enfants, mais selon une métrique qu'il appelait l'absorption industrielle. Celle-ci mesurait si l'enfant avait été intégré au travail productif au sein du foyer d'accueil. Les lettres envoyées à la société par les familles d'accueil étaient évaluées en fonction de la contribution de l'enfant au travail et de la satisfaction de la famille concernant l'arrangement. Il n'était pas question de savoir si l'enfant était en bonne santé ou s'il était scolarisé, mais si l'arrangement était satisfaisant pour la famille. Les familles étaient les clientes. Qui finançait l'opération qui servait ses clients? C'est là que la piste documentaire devient dérangeante. La Société d'aide à l'enfance a reçu un soutien substantiel de la classe marchande et manufacturière de New York tout au long des années 1860 et 1870. Parmi les noms apparaissant à plusieurs reprises dans les registres de dons figurent des représentants de l'industrie ferroviaire, notamment l'Erie Railroad et plus tard le New York Central. Ces deux compagnies avaient des intérêts économiques directs dans les territoires de l'Ouest et du Midwest où les trains étaient envoyés. Les chemins de fer ne facturaient pas le plein tarif pour les wagons des trains d'orphelins. Ils offraient des tarifs fortement réduits, équivalent presque à des subventions. Les compagnies ferroviaires, qui développaient activement des concessions foncières dans des territoires sous-peuplés, subventionnaient ainsi le transport de main-d'œuvre vers ces territoires, le tout déguisé en œuvre de bienfaisance. J'ai découvert un document que je souhaite décrire avec précision, car je travaille à partir d'une transcription et ne peux pas, pour l'instant, vérifier l'original. Il est cité dans un article universitaire de 1947 sur le mouvement des trains d'orphelins, publié dans une revue historique du Missouri, et est décrit comme une note de service opérationnel interne de la Société d'aide à l'enfance, datant d'environ 1869. Cette note, telle que citée dans l'article de 1947, aborde les considérations d'acheminement pour les placements de l'année suivante. Le langage, tel que transcrit, inclut une phrase concernant la priorisation des communautés présentant des conditions favorables à l'absorption. Ces conditions favorables à l'absorption étant définies comme une perte de population récente, une reconstruction active ou une pénurie avérée de main-d'œuvre juvénile. Cette expression, conditions favorables à l'absorption, était utilisée pour parler d'enfants. L'article de 1947, qui cite cette note, la traite comme un simple document administratif.
L'auteur ne semble pas trouver ce langage remarquable, ce qui en dit long sur l'année 1947 et sur le siècle de cadrage qui avait déjà rendu ce vocabulaire invisible. Les enfants qui arrivaient ne savaient pas où ils allaient. C'est amplement documenté dans les témoignages de survivants recueillis dans les années 1980 et 1990, alors qu'un nombre suffisant d'anciens passagers de ces trains étaient encore en vie pour livrer leur récit oral. On leur disait qu'ils allaient dans de bonnes familles à la campagne. Ce que presque aucun d'entre eux ne savait, c'était la ville de destination, le nom de la famille d'accueil, ni aucune information qui leur aurait permis, en cas de mauvais placement, de contacter quelqu'un en dehors de la communauté immédiate. Il ne s'agissait pas d'un oubli. Les directives de placement de la société, révisées en 1868 puis en 1876, instruisaient explicitement les agents de ne pas fournir aux enfants d'informations sur des contacts alternatifs ou des mécanismes de plainte avant que le placement ne soit jugé stable. La stabilité était définie comme une saison agricole complète, ce qui signifiait que si un enfant arrivait au printemps et que le placement était brutal, il devait attendre l'automne avant que quiconque ne soit obligé de le contrôler. Les enfants qui fuyaient de mauvais placements étaient légalement considérés comme des vagabonds, les renvoyant exactement au système institutionnel dont ils avaient été extraits. Ils n'avaient aucune base légale pour refuser le placement. Ils n'avaient aucune base légale pour contacter leur famille biologique, la plupart d'entre elles ayant été informées que tout contact nuirait à l'adaptation de l'enfant. Le système était hermétique. J'ai cherché à trouver un seul cas documenté où un agent de placement de la Société d'aide à l'enfance aurait soulevé une objection à l'envoi d'enfants vers une ville récemment incendiée. Pas à la pratique dans son ensemble, mais juste un agent écrivant que cette communauté avait perdu sa main-d'œuvre adulte à cause d'un incendie et que les enfants étaient envoyés comme main-d'œuvre de remplacement plutôt que comme enfants recevant des foyers. Je n'ai pas trouvé ce document. Ce que j'ai trouvé, c'est une lettre de 1882 écrite par une agente de placement nommée Catherine Sellers, qui effectuait une tournée dans le centre de l'Iowa. Sellers écrit à son superviseur au sujet d'une ville qu'elle avait visitée et où on lui demandait de revenir pour une deuxième cohorte de placement. Elle note que les enfants de la première cohorte étaient bien occupés, mais n'étaient scolarisés que très sommairement, et que plusieurs garçons effectuaient un travail qu'elle décrirait comme intensif pour leur âge. Elle demandait s'il était approprié de continuer à envoyer des enfants dans cette communauté. La réponse de son superviseur tient en 3 phrases. Il reconnaît sa préoccupation. Il note que les familles d'accueil ont exprimé leur satisfaction quant aux arrangements. Il lui ordonne de poursuivre. La satisfaction des familles d'accueil, c'était la mesure, c'était la réponse complète à sa question. Catherine Sellers a continué à effectuer des placements dans cette communauté pendant 4 années supplémentaires. La logique économique a éclairé ce qui avait toujours été considéré comme une énigme humanitaire. Le mouvement des trains d'orphelins a fonctionné pendant 75 ans. Pendant la majeure partie de cette période, il était sous-financé et en sous-effectif, porté par l'énergie organisationnelle de véritables idéalistes qui pensaient sincèrement sauver des enfants. Je ne doute pas que de nombreux agents de placement s'endormaient le soir en pensant avoir accompli une bonne action. Mais le financement qui maintenait l'opération en vie ne provenait pas de personnes motivées par le bien-être des enfants. Il émanait de personnes motivées par l'économie du développement territorial. Et le développement territorial, dans la seconde moitié du XIXe siècle, signifiait que les terres qui avaient été déblayées, que ce soit par le feu, le déplacement ou la perte de population, devaient être repeuplées avec une main-d'œuvre bon marché, contrôlable et légalement liée à la terre par l'accord de placement. Les trains d'orphelins étaient, en termes économiques, un programme de migration interne. Le plus grand programme de migration interne de l'histoire américaine avant le New Deal, géré par des mains privées et financé par les industries qui bénéficiaient de cette migration, ciblant des destinations que ces industries développaient simultanément. Nous l'avons appelé charité,
parce que la charité était le seul langage disponible pour déplacer autant d'enfants sans déclencher de réaction légale. Dès l'instant où vous l'appelez par son vrai nom, tel que les documents le suggèrent, un transfert de main-d'œuvre organisé, toute l'opération prend un autre sens. Les décisions d'acheminement apparaissent sous un nouveau jour, et les villes incendiées semblent très différentes. La collection d'histoire orale de la WPA, conservée à la Bibliothèque du Congrès, contient les témoignages d'Américains âgés, interrogés en 1936 et 1937, qui ont grandi dans les communautés d'accueil et ont vu les trains arriver. Plusieurs ont décrit l'événement, non pas comme une occasion caritative, mais comme quelque chose s'apparentant davantage à un jour de marché. Des enfants alignés sur les quais ou dans les salles paroissiales. Des familles déambulant et choisissant. Le langage est factuel. Pas d'indignation, pas de conscience que quoi que ce soit était inhabituel, car pour ces communautés, il n'y avait rien d'inhabituel. C'était ainsi que la main-d'œuvre arrivait. Un témoignage d'un homme identifié dans les registres comme J.H. du comté de Potawatomi, Kansas, interviewé en 1937, décrit l'arrivée des trains alors qu'il était un garçon d'environ 9 ans. Il raconte que les garçons les plus grands étaient ceux que les agriculteurs recherchaient en premier. Les plus jeunes attendaient plus longtemps. Un garçon, plus jeune que lui, est resté assis sur une malle pendant la majeure partie de l'après-midi, et y était encore lorsque sa famille est partie. Il ne sait pas ce qu'il est advenu de ce garçon. Ce garçon, s'il avait été placé ce jour-là, aurait passé son enfance dans le comté de Potawatomi, travaillant une terre qui avait subi au moins 2 incendies majeurs au cours de la décennie précédente. Il n'aurait eu aucun recours si le placement était mauvais. Il n'aurait eu aucune adresse où sa famille biologique aurait pu être contactée, car la société ne fournissait pas cette information. Il aurait grandi avec un passé effacé et un présent entièrement défini par les besoins en main-d'œuvre de la famille qu'il avait choisie dans une salle paroissiale d'un comté incendié et en reconstruction. Il aurait eu des petits-enfants. Ces petits-enfants se seraient vus raconter une histoire familiale qui, à toute fin pratique, aurait commencé par une arrivée, une malle sur un quai, une ferme au Kansas, sans avant. Les trains d'orphelins sont enseignés comme une expérience bien intentionnée, mais imparfaite, en matière de protection de l'enfance. Le cadrage bien intentionné accomplit un travail considérable dans cette phrase. Il nous invite à évaluer le programme en fonction des intentions de ses participants les plus idéalistes, plutôt qu'en fonction de la structure de son financement, de la logique de son acheminement ou de l'expérience des enfants qu'il a déplacés. La structure du financement pointait vers les intérêts du développement territorial. La logique de l'acheminement visait les communautés en déficit de main-d'œuvre. Et ces communautés avaient, avec une fréquence qui dépasse la simple coïncidence statistique, récemment perdu leur population à cause d'incendies. L'expérience des enfants incluait des mécanismes légaux rendant les mauvais placements inéluctables. Un contrôle de l'information qui les coupait de leur passé et des indicateurs de performance qui mesuraient leur valeur pour les familles d'accueil plutôt que leur bien-être en tant qu'enfants. Ces 3 faits réunis ne racontent pas l'histoire d'un échec bien intentionné. Ils racontent l'histoire d'un système qui a fonctionné exactement comme son architecture économique l'exigeait. Les villes incendiées avaient besoin de main-d'œuvre. Les villes avaient un surplus d'enfants que la classe marchande trouvait menaçant. Les chemins de fer avaient besoin que les territoires de l'Ouest soient suffisamment peuplés pour générer des revenus de fret. La Société d'aide à l'enfance avait besoin de financement. 4 problèmes, une seule solution, habillée du langage du sauvetage. Les rapports des assureurs se trouvent dans les archives de la Société historique de l'État. Les registres de la Société d'aide à l'enfance sont conservés aux archives de l'histoire du bien-être social de l'Université du Minnesota. Les accords de subvention ferroviaire figurent dans les registres de la Commission du commerce interétatique. Les histoires orales de la WPA
sont à la Bibliothèque du Congrès. Aucun de ces documents n'est caché. Ils sont accessibles depuis des décennies. Ils n'ont simplement jamais été placés côte à côte sur la même table et lus dans leur ensemble. Je les ai mis sur la même table, et ce que j'ai lu ne correspond pas à l'histoire des manuels scolaires. Les villes incendiées n'étaient pas des accidents dans la planification des itinéraires. Les villes incendiées étaient le but. Et les enfants qui arrivaient sur ces quais, sélectionnés dans les salles paroissiales par des agriculteurs qui avaient besoin de leurs mains, n'en ont jamais su assez sur leurs origines pour poser la question qui aurait démêlé tout l'arrangement. Où nous avez-vous trouvés? Et pourquoi ici? Et pourquoi maintenant? Les documents connaissent la réponse. Les enfants, eux, ne l'ont jamais connue.